et des membres du gouvernement et d'autres autorités militaires. Avant de quitter Dakar, le chef de l'État était à la célébration de la 13e édition de la Journée des Forces armées. La symbolique a été respectée au camp Dial Diop où un hommage a été rendu aux différentes forces de défense et de sécurité. Thème de cette année, la contribution des forces armées dans la protection de l'environnement. 3 promotions de corps d'armée ont été baptisées à l'occasion. Des officiers invités à mesurer les responsabilités qui s'attachent à leur état. Aboubakry Kane. Il s'agit d'un hommage que la nation a dédié à toutes les forces de défense et de sécurité. Une manifestation qui illustre le lien entre la nation et les armées, une opportunité pour le président de la République, en sa qualité de chef suprême des armées, d'être en contact direct avec les unités et de s'incliner devant les drapeaux, expression des riches traditions des corps et de leur cohésion. Après avoir rendu hommage également aux soldats tombés au front, le chef de l'État a aussi procédé au baptême de 3 promotions d'hommes et de femmes de devoir. La 9e promotion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, baptisée Feu Colonel Major Diallo. La 37e promotion de l'ENOA porte le nom de Feu Capitaine Damka. Et la 48e de l'école militaire de santé a pour parrain Feu le médecin colonel Mahon Doutasek. À ces différentes promotions à l'honneur, le chef suprême des armées a lancé un appel. Une invite à suivre le chemin tracé par les anciens. Ces combattants ont enraciné la culture de discipline et de professionnalisme qui vaut au Sénégal son outil de défense et de diplomatie. Chers vétérans, de vous continue de dégager conviction et prestance que n'altèrent ni l'âge, ni les séquelles des dures épreuves des tranchées. Puissiez-vous servir d'exemple aux élèves officiers qui viennent de prêter serment au terme d'une période d'initiation dont un des objectifs est de tuer l'ego en eux. Futurs officiers, mesurez déjà les responsabilités qui s'attachent à l'état de l'officier. Il est ce chef qui doit décider, parfois instantanément et dans des situations d'extrême tension. Quant à vous, élèves médecins, inscrivez-vous dans l'image positive du médecin militaire dont le public apprécie la qualité de l'accueil et la disponibilité. Cultivez l'altruisme et le don de soi. Des décisions qui requièrent des qualités humaines et morales supérieures parce que le premier maillon dans le système reste le personnel. Une charge émotionnelle a aussi accompagné la décoration des militaires blessés en opération, une reconnaissance de leur courage, de leur dévouement et de leur esprit de sacrifice. Une démarche qui renforce le moral de ces hommes et témoigne du souci du chef suprême quant aux conditions du personnel. Devant les multiples menaces, les forces armées sont aussi appelées à s'impliquer davantage. Et c'est parce que les profondes agressions sur l'environnement constituent un mal profond sur la nature. Dévastation de l'environnement marin, pollution, mais surtout déforestation. L'on assiste aujourd'hui à un véritable désastre sur nos forêts, surtout dans la partie centre, est et sud du pays. En effet, nos ressources forestières font l'objet d'un trafic illicite par de véritables organisations criminelles. J'ai décidé, plus que jamais, de mettre un terme à cette catastrophe à la fois écologique et économique. Il faudra donc une tolérance zéro contre le trafic illicite de bois
sur l'ensemble du territoire national. Un environnement sain est devenu un droit pour le citoyen sénégalais en vertu de la nouvelle Constitution. J'invite les forces armées, de concert avec les forces paramilitaires, l'administration territoriale, les élus, les associations villageoises, avec l'ensemble des populations, à participer activement à la protection de l'environnement dont la dégradation porte préjudice à la santé et met en péril notre sécurité. Le thème de cette année illustre à suffisance le concept armée-nation, des forces armées soucieuses de contribuer à la protection de l'environnement et à la marche vers le développement. Cette journée intervient au moment où les généraux Mamadou Sow et Mamadou Gueye Faye quittent leurs fonctions. Ils sont respectivement chefs d'état-major général des armées et haut commandant de la gendarmerie nationale. Un hommage leur a été rendu par le président de la République, chef suprême des armées, que nous écoutons. Je voudrais témoigner de mon entière satisfaction sur la manière dont les deux officiers généraux ont exécuté leur mission. Général d'armée Mamadou Sow, vous êtes un soldat dans l'âme, doté de hautes valeurs morales et militaires. Entre autres qualités notées, je voudrais citer votre engagement, votre loyauté et votre sens des responsabilités. Général d'armée Mamadou Sow, chef d'état-major général des armées, par votre saine gestion des ressources, grâce à l'importance que vous accordez à l'entraînement, vous avez véritablement relevé le moral et les capacités opérationnelles de l'armée nationale. Général de corps d'armée Mamadou Gueye Faye, sous votre commandement, j'ai noté avec satisfaction le rôle déterminant de la gendarmerie nationale dans la sécurisation des personnes et des biens. Avec courage et responsabilité, vous avez su prendre en compte les nouvelles menaces en adaptant les équipements et l'articulation des unités. Vous avez aussi déployé des efforts considérables pour améliorer les infrastructures et mis les personnels dans de meilleures conditions de travail. On le constate, au moment du départ des deux officiers généraux, je suis plus que jamais confiant au regard de l'amélioration substantielle des capacités opérationnelles et de la prise en compte par les forces armées des nouveaux défis. Pour faire face aux menaces, notamment terroristes, le président de la République a réaffirmé son ambition de doter les forces armées d'équipements modernes. À l'occasion de cette journée des forces armées, des engins nouvellement acquis ont été présentés au chef de l'État. Une façon de mettre le personnel dans de meilleures conditions de travail. Aboubakry Kane. Le second acte de cette journée des forces armées a été la visite par le chef suprême des armées des engins nouvellement acquis par le bataillon blindé. Le premier est un engin à roue canon de 105 mm, un blindé de dernière génération qui témoigne du bond technologique considérable réalisé par l'armée de terre. Cet engin, en plus d'avoir une mobilité tout-terrain, a une autonomie de 800 km, donc une allonge de 200 km par rapport à ce qu'on avait par le passé. Au niveau de la tourelle, l'armement principal, il s'agit d'un canon de 105 mm qui tire les obus que vous avez devant vous. Donc chaque obus pèse 28 kg. Maintenant, ce canon est couplé à un ordinateur de bord
qui permet d'effectuer des tirs d'une précision remarquable jusqu'à 2800 mètres, donc plus d'1 kilomètre par rapport à ce qu'on avait par le passé. Cet engin permet d'acquérir des objectifs dans 2 directions différentes, de manière simultanée, et ce de jour comme de nuit. Sur les 27 engins attendus, 12 ont été réceptionnés. L'autre est un engin de commandement et ces acquisitions confortent la volonté du chef de l'État de tenir compte des menaces et de doter les forces armées des moyens les plus modernes et les plus performants. C'est un engin qui est dédié à commander les engins canons. Donc un exemplaire est actuellement présent au Sénégal, celui du chef de corps. 3 autres sont attendus, qui seront montés par les capitaines qui commandent les escadrons de combat. Donc la spécificité de cet engin, c'est qu'il dispose de 3 moyens de transmission, dont une radio qui permet de communiquer avec l'échelon supérieur jusqu'à une distance de 600 km. Il y a également à bord un ordinateur qui est couplé à un GPS qui permet, via la transmission de données, d'avoir non seulement la position de notre engin sur un écran, une carte numérisée, mais également celle de nos subordonnés. Il dispose des mêmes atouts en termes de mobilité et de protection que les engins canons, ce qui permet aux chefs d'être au plus près des combats et d'avoir une meilleure appréciation de la situation. Ces engins nouvellement acquis viennent ainsi accroître les capacités du bataillon blindé en termes de mobilité, de puissance de feu et de protection du personnel. Voilà pour la journée des forces armées célébrée ce jeudi. Sachez que le président de la République a également reçu en audience le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international. Jean-Marc Ayrault a salué les excellentes relations de coopération entre la France et le Sénégal. La préparation de la visite d'État du président Macky Sall en France au mois de décembre prochain a aussi été abordée. Nous l'écoutons. Nous avons longuement parlé de la préparation de la visite d'État du président Macky Sall en France, qui viendra du 19 au 22 décembre. Ce sera un événement majeur dans la relation bilatérale franco-sénégalaise, qui est excellente. Et en fait, ce que nous avons en commun, c'est beaucoup de projets. Et une coopération qui est très étroite sur tous les plans. Et que ce soit sur le plan de la sécurité, sur le plan développement économique et culturel, sur le plan éducatif, sur le plan des chantiers qui sont liés à la transition énergétique. Et puis nous avons aussi des points de vue très proches sur beaucoup de situations qui concernent la région ou qui concernent des dossiers sensibles sur le plan international. Nous avons parlé de la situation au Mali, où le Sénégal est très engagé dans le cadre de la MINUSMA. Et ce matin, j'ai pu assister à une cérémonie en l'honneur de l'armée qui a lieu tous les ans sous la présidence Macky Sall et qui était pour moi un événement exceptionnel. Et j'ai pu mesurer, en rencontrant également tous les chefs d'état-major de toutes les armes, la qualité de l'armée sénégalaise. Je dois dire, avec un effort d'équipement, un effort de formation, et qui fait que l'armée sénégalaise est une fierté du Sénégal, à juste titre. Elle, non seulement elle protège le Sénégal, elle protège ses frontières, mais elle intervient dans un certain nombre d'opérations de maintien de la paix. C'est le cas au Mali. Nous élevons à la dignité de grand officier dans l'ordre national. Je suis très touché d'avoir été décoré par le président de la République, la présidente du Sénégal. Pour moi, un grand honneur. Et c'est surtout une marque d'amitié et c'est un symbole. Les décorations sont faites pour ça, pour renforcer les liens. Elle restera toujours, si jamais pas toujours sur ma veste, elle restera dans mon cœur comme un signe de très profonde amitié entre nos deux pays. Je vous lis ce communiqué du ministre porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, par décret numéro 2016-1786 et numéro 2016-1787 du 10 novembre 2016, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a nommé respectivement M. Ousmane Ndiaye, ingénieur des mines, secrétaire permanent du comité d'organisation stratégique, du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, le COS Petrogaz, et M. Mamadou Fall Kane, économiste adjoint au secrétaire permanent du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS Petrogaz. Le Sénégal a atteint l'OMD 6 consacré à l'eau, 17 forages, 17 châteaux d'eau et 52 951 branchements sociaux ont été réalisés. Grâce au programme eau potable et assainissement du millénaire, un atelier de capitalisation du PEPAM a eu lieu ce jeudi en présence du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. C'est un reportage signé Anaïs Nyanyamane. Eau potable et assainissement du millénaire.
Programme qui a un impact positif sur le quotidien des bénéficiaires. Le PEPAM, instrument de lutte contre la pauvreté et les disparités liées à l'accès à la ressource, a pu réaliser de 2005 à nos jours plusieurs ouvrages. Nous sommes fiers des performances réalisées. Des taux d'accès de 98,5% pour Dakar urbain, 88,2% pour la zone périurbaine et rurale de la région de Dakar, 79,2% pour les centres urbains de l'intérieur. Le PEPAM a changé le quotidien de plusieurs milliers, je dirais plusieurs centaines de milliers, voire de millions de nos compatriotes, grâce aux forages équipés, à la construction de réservoirs, à la réalisation de branchements sociaux et aux extensions de réseaux. Le PEPAM a atteint les objectifs du millénaire pour le développement durable depuis 2013 avec un taux de 98%. Nous avons réalisé ces ouvrages pour le compte de l'État du Sénégal sur instruction du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et sommes très motivés à l'idée d'en partager la portée sociale avec vous. Château d'eau, forages, branchements sociaux, entre autres, des équipements qui ont pu se concrétiser grâce à l'apport financier des partenaires, estimé à 40 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ce programme a été une réussite et il est important de le souligner. Par la mobilisation de tous et la diversité des actions menées, ce programme a contribué à l'amélioration de la qualité de vie des populations au Sénégal. Un bilan jugé satisfaisant. D'autres perspectives se dessinent avec le PUDC. L'année prochaine, grâce au concours également d'autres partenaires, nous allons démarrer, Monsieur le ministre, un PUDC hydraulique rural, un volet encore beaucoup plus important. Les réalisations du PEPAM sont d'un grand apport pour la population, surtout les femmes. Ces dernières faisaient des kilomètres pour trouver le liquide précieux nécessaire aux besoins de la famille. Pas de risque de pénurie de riz sur le marché, pas non plus de problème d'invendus de riz local. Tels sont les principaux enseignements que l'on peut retenir des conclusions de la réunion du comité technique sur la commercialisation du riz. Alassane Diédhiou. Cette réunion ordinaire du comité technique de commercialisation du riz, présidée par les ministres en charge du commerce, s'est ouverte sur la restitution de la résolution du deuxième protocole d'accord conclu le 22 août 2016 entre les autorités sénégalaises, les commerçants importateurs, les transformateurs, distributeurs et les banquiers. L'acte ainsi posé constitue sans aucun doute un levier important dans la réalisation de la politique gouvernementale de commercialisation du riz sénégalais. Une politique caractérisée par un accompagnement de l'ensemble des filières agricoles et une mise en place d'un mécanisme de régulation du marché des importations en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur. Au cours de cette réunion, il s'agissait également de faire le point sur la campagne de commercialisation en cours du riz sénégalais. Cette plateforme, je rappelle bien, a permis d'avoir un prix consensuel sur le riz qui a été acté, qui est donc pour le riz visé 100% entre 240 000 et 245 000 francs la tonne carreau usine, et le riz entier entre 275 000 et 280 000 francs carreau usine. Et il faut rappeler également que cette année, le prix du riz a été augmenté par les acheteurs, c'est-à-dire les importateurs et distributeurs. Il faut s'en féliciter quand il y a des éléments positifs. Et vraiment rassurer tout le monde pour dire que nous sommes dans une plateforme qui aide les acteurs producteurs, c'est-à-dire les riziers et les producteurs au Sénégal. Je les encourage donc à produire du riz de qualité, puisque le riz doit également être certifié pour être conforme à la qualité demandée par les consommateurs, et que autant on met des obligations sur les importateurs, mais autant aussi on met des obligations sur les riziers et sur tout le monde. Parce que c'est la chaîne de valeur qui nous permet justement de pouvoir fournir aux Sénégalaises et aux Sénégalais un produit de grande qualité, et je voulais me féliciter de cela. Ce qui s'est passé aussi, c'est que les importateurs se sont engagés pour effectivement acheter l'ensemble du stock qui est disponible. Je crois qu'il n'y a absolument plus de zone d'ombre par rapport à cette question de commercialisation du riz blanc. Et ce qui est plus intéressant dans tout ça, c'est que l'ensemble des acteurs ont reconnu les efforts consentis par son Excellence le Président de la République. Plus de 200 milliards de francs CFA, c'est ce que dépense annuellement l'État du Sénégal dans l'importation du riz. Aussi s'agit-il, dans un souci d'aider à résorber le déficit de la balance commerciale et de créer les conditions d'une sécurité alimentaire, de réagir en engageant une politique volontariste de promotion et de commercialisation de la production locale.
Nous avons donc eu les éléments du commerce intérieur sur les niveaux des stocks, mais également sur ce que nous avons au niveau des riziers, sur la base de ce que les riziers nous ont donné, de la CED et du programme national riz. Et donc, comme vous savez que le Sénégal consomme 80 000 tonnes de riz par mois et que nous avons de grands événements, en accord avec Monsieur le Premier ministre, il y aura donc une ouverture qui sera faite pour contenir le niveau de la consommation prévue dans les prochaines semaines, tout en étant bien entendu dans le dispositif qui nous permet au fur et à mesure aussi de commercialiser le riz sénégalais. C'est-à-dire le mécanisme reste le même sur deux leviers. Un, accompagner la promotion et la commercialisation du riz produit au Sénégal et en même temps aussi assurer l'approvisionnement convenable des Sénégalaises et des Sénégalais. Donc je rappelle donc vraiment à nos compatriotes qu'il n'y aura pas de pénurie de riz. Naturellement, toutes les dispositions seront prises avec les acteurs qui sont ici présents. Et donc à la fin donc de cette réunion, naturellement, les dispositions seront prises pour que dans les prochaines semaines, que nous puissions ensemble réussir cette mission qui nous est confiée par le chef de l'État, c'est-à-dire approvisionner le marché convenablement, mais en même temps assurer la promotion de notre production intérieure et la commercialisation du riz local. Cette rencontre a été une occasion pour le ministre en charge du commerce d'exhorter l'ensemble des acteurs de la filière riz à intégrer la plateforme technique de commercialisation afin de se faire entendre et permettre une prise en charge correcte de leurs préoccupations. Nous reparlons de la visite au Sénégal du ministre français des Affaires étrangères. La France, plus que jamais disposée à cheminer avec le Sénégal dans tout le domaine de coopération. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a aussi révélé en conférence de presse la hausse de son projet de budget, dans son projet de budget de l'aide publique au développement. C'est un reportage de Pape Bonachao. Le ministre français des Affaires étrangères a dans son propos liminaire mis en exergue le sens que revêt la prochaine visite d'État du président Macky Sall en France le mois prochain. Nous souhaitons que ce soit le couronnement de toute cette période intense de relations politiques que nous avons eues ces derniers mois, nombreuses visites ministérielles, Premier ministre, ma visite encore dans quelques jours, le ministre des Affaires étrangères, qui sont le symbole aussi d'une relation de confiance, d'amitié, de coopération entre le Sénégal et la France. Parce que nous partageons des valeurs communes. La démocratie, l'attachement à l'état de droit, la tolérance, le respect des cultures. Le chef de la diplomatie française a également salué le dynamisme de l'économie sénégalaise. Dans ce domaine, l'accompagnement de la France va prendre de l'ampleur. Les entreprises françaises sont davantage présentes. Et elles sont bien sûr attirées aussi par le dynamisme économique du Sénégal qui connaît un fort taux de croissance. Notre aide au développement connaît des aspects très variés. Développement, sécurité. Pour moi, c'est très clair et pour la France, les deux vont ensemble. Nous n'opposons pas l'un à l'autre. C'est pourquoi je suis attaché à ce que la France s'engage davantage encore pour le développement des pays africains et mobilise aussi l'Union européenne dans son ensemble. Au plan de la coopération militaire, la France marque son accord sur le choix du Sénégal d'avoir une école de formation pour l'armée de l'air. Le président de la République, Macky Sall, me l'a confirmé. Le Sénégal souhaite pouvoir disposer d'une autonomie concernant ses forces armées. Et donc souhaite s'équiper et souhaite aussi former ses personnels. Et pas seulement les former à l'étranger, comme ça pouvait être le cas dans le passé. J'ai compris, notamment c'était vrai pour l'armée de l'air, que le Sénégal voulait aussi mettre en place, en coopération étroite avec la France, pour que la formation, je pense par exemple aux pilotes, puisse avoir lieu au Sénégal. Le Sénégal veut former ses hommes, mais aussi offre la possibilité aux pays voisins de pouvoir se former ici. Donc nous félicitons de cela, de cette autonomie, qui est le signe d'un développement de la Constitution, au fond, d'un État qui joue son rôle. Donc c'est positif pour le Sénégal. Jean-Marc Ayrault a également salué le leadership du Sénégal qui préside actuellement le Conseil de sécurité des Nations Unies et la parfaite convergence de vues entre les deux pays sur certaines crises en Afrique et dans le monde. Les marchés publics doivent constituer des leviers de développement. C'est l'avis des experts réunis autour d'un forum international sur l'évaluation des systèmes de passation des marchés publics. Ndeye Aïda Dia nous en dit plus.
Des outils pour mesurer l'efficacité du système de passation des marchés publics, c'est ce que propose cette nouvelle méthodologie. Pour l'organisation de la coopération et du développement économique, les marchés publics doivent constituer des leviers de développement pour les pays. L'organisation des marchés publics obéit à une dynamique. Elle ne peut pas être figée. Par conséquent, il est tout à fait normal que de temps en temps, tous ceux qui sont des acteurs dans ce domaine puissent se retrouver pour pouvoir réfléchir sur comment évoluer par rapport à l'évolution du temps. C'est un peu l'objet de cette rencontre et cela ne se fait pas simplement entre Africains, mais aussi entre Africains et les pays qui sont de l'OCDE. Le système de passation des marchés publics sénégalais est très respecté à travers le monde selon les autorités. C'est pourquoi notre pays a été choisi pour abriter ce premier forum de restitution de la méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés publics. Pendant 1 an et demi, nous avons travaillé avec l'ensemble des experts pour revoir de fond en comble la méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés publics. Et donc nous sommes au terme des travaux et le Sénégal a été choisi comme pays pour abriter la première séance de restitution publique des travaux. Il est question d'être plus souple et plus rapide dans la passation des marchés publics. Cette nouvelle méthodologie devrait permettre également aux pays membres de l'OCDE d'être plus performants dans l'évaluation des systèmes de passation des marchés publics. La société civile veut marquer sa participation dans la dynamique inclusive de mise en œuvre du plan Sénégal émergent en collaboration avec le ministère de l'économie, des finances et du plan. Le consortium des acteurs de la société civile a organisé un atelier de concertation. Objectif, la mise à niveau de ses membres dans le suivi, évaluation des politiques publiques. Amadou Aramtiam. Dans la salle, les représentants des organisations qui composent le consortium des acteurs de la société civile CASC, une coalition de pôles qui, de par ses contributions et ses plaidoyers, s'implique dans la dynamique de formulation et de mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Nous avons pensé que pour participer, n'est-ce pas, à tout ce qui se fait actuellement dans le plan Sénégal émergent, il serait bon que la société civile mettre en place des groupes thématiques qui pourront approfondir les débats sur des thématiques bien précises et de ce point de vue apporter des contributions. Et il faudrait aussi que la société civile renforce ses capacités. Vous savez, la politique publique, ce n'est pas toujours évident. Il y a aussi un axe stratégique qui porte sur la communication. Le plaidoyer. Depuis le DCRP1 en 2000 jusqu'à l'élaboration du plan Sénégal émergent et sa mise en œuvre, la société civile, dans ses différentes composantes, a toujours joué un rôle d'appui auprès de l'État. Un rôle que les pouvoirs publics comptent renforcer en mettant à sa disposition les outils appropriés. La société civile a besoin d'outils, a besoin d'instruments, a besoin de renforcement de capacités pour mieux jouer ce rôle. Parce que l'État ne peut pas être partout, mais ce sont des partenaires donc, qui sont avec nous. Et nous avons jugé utile effectivement de les accompagner donc, à travers cet atelier pour qu'ils maîtrisent un peu effectivement l'ensemble des documents donc, qui ont été produits par le gouvernement du Sénégal. 2 jours de conclave pour la mise à niveau des acteurs de la société civile sur le plan Sénégal émergent et les mécanismes de suivi-évaluation des politiques publiques. Le CASC a arrêté un plan d'action qui renferme les axes autour desquels il entend engager ses membres et ses partenaires pour une réussite du plan Sénégal émergent. Parlons de partenariat public-privé local. L'exemple de la commune de Malicounda. Elle a réussi à entrer dans le capital de la société en charge de la nouvelle centrale solaire de la commune. 5% du capital, c'est ce qui lui revient, un montage financier assez inédit pour une commune. C'est à la faveur de l'acte 3 de la décentralisation et cela inspire déjà. Nous en parlons dans la rubrique économie avec Aram Daou. À elles, ces collectivités locales, le rôle de promouvoir le développement économique et social de leur localité. Avec quoi serait-on tenté de demander? Il y a tout d'abord
une taxation fiscale dont une part leur est reversée, mais également des fonds de dotation qui sont destinés à la décentralisation pour prendre en charge les recettes, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales. Un autre instrument qui est mis à la disposition des collectivités locales, c'est le fonds d'équipement des collectivités locales. Seulement, tous en conviennent, cet appui de l'État ne peut guère couvrir tous leurs besoins. D'où leur carte blanche pour des schémas de financement innovants. Ici, Malicounda, dans le département d'Umbour, la commune est sortie de l'anonymat non pas seulement grâce à sa centrale solaire photovoltaïque de 22 MW, mais aussi au montage financier inédit du projet pour la commune. La commune est dans le capital de la société pour en tout cas un montant symbolique de 5% du capital. Je crois que c'est important. L'essentiel, c'était d'être dans le capital, d'être dans le conseil d'administration, parce qu'il y a beaucoup d'autres engagements. C'est la construction d'un centre de santé, d'un lycée, la réfection annuelle de la route qui relie le croisement Malicounda au siège. Aussi, il y a l'emploi, parce que les promoteurs se sont engagés pour que 80% des emplois ouvriers, que ce taux-là revienne aux populations, à la commune, et que 50% des emplois cadres aussi, que ça revienne à la commune. 300 millions versés aux propriétaires expropriés. La même somme à la commune pour étendre l'électrification. Pour couronner le tout, l'édile de la ville fait président du conseil d'administration de la société. Un cas d'école, parti pour inspirer bien d'autres communes. Le Malicounda nous intéresse au plus haut point, nous, dans le département de Pikine et dans notre commune de Pikine-Ouest, parce que nous avons des projets similaires dans le domaine de l'aménagement des aires d'eau, dans le domaine également des bouts de vidange. Donc par rapport à ça, l'affaire de Malicounda nous ouvre la voie en nous donnant une jurisprudence sur laquelle nous adosser afin d'introduire notre dossier au niveau de l'administration. Ces collectivités sont appelées à être des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement, comme l'ambitionne pour elles l'acte 3 de la décentralisation. Le Code général des collectivités leur permet de prendre des parts dans des sociétés. C'est une très bonne chose, en ce sens que les recettes des collectivités locales dans ce contexte actuel sont limitées. Ce sont des recettes fiscales, ce sont des recettes domaniales, mais si aujourd'hui également les collectivités locales parviennent dans le cadre de leurs relations de partenariat à avoir d'autres sources de ressources, de recettes, à côté également d'autres comme la coopération décentralisée, comme le partenariat public-privé, c'est une nouvelle vision du développement local. C'est de nouvelles possibilités qui sont offertes aux collectivités locales. Si l'acte 3 était en vigueur au moment de l'accord de Seine-Éthanol et Seine-Huile, la commune rurale de Mban aurait eu des parts dans la société Seine-Huile et la société Seine-Éthanol, ce qui aurait atténué la frustration des populations. Mais tout ceci est bien entendu encadré. Cette démarche-là est offerte aux collectivités territoriales si le conseil municipal, je veux dire, délibère en autorisant le maire à prendre part, en tout cas à obtenir une participation publique au sein de ces sociétés, et si également le représentant de l'État qui exerce le contrôle de légalité sur la collectivité locale a connaissance du document et l'a approuvé. Quand des collectivités démarchent des partenaires financiers, se lancent dans des fonds d'emprunt ou des participations, cela s'appelle prendre son destin en main. C'était la rubrique économie sur le partenariat public-privé local, l'exemple de Malicounda. Vite volatilité financière, régulation macro-prudentielle et croissance économique dans les pays à faible revenu. C'est le thème d'un projet de recherche mené par d'éminents chercheurs en la matière. Après 2 années de recherche sur cette problématique, l'heure est à la restitution des résultats. Il s'agit pour la BCEAO de tirer les leçons de ces travaux afin de mettre en œuvre une meilleure politique macro-prudentielle dans les pays africains. Fatou Diouf.
Cette conférence régionale vise à partager les résultats du projet de recherche sur la volatilité financière, régulation macroprudentielle et croissance économique dans les pays à faible revenu. Ceci dans le but d'aider à une meilleure compréhension des impacts de l'instabilité financière sur la croissance économique des pays d'Afrique subsaharienne. Il faut que les politiques macroéconomiques soient menées avec prudence, mais pour essayer de compenser les chocs et en même temps pour mettre en place ce que fait le système financier de l'Union monétaire ouest-africaine sous la conduite de la BCEAO, pour que des garanties soient données sur les dépôts, pour que la meilleure information soit communiquée sur la situation des banques. La BCEAO a été associée aux travaux. L'institution financière compte s'inspirer des résultats de ces recherches afin d'apprécier le dispositif de surveillance macroprudentielle en vigueur et d'explorer des voies pour son amélioration. Face aux potentiels chocs, notamment exogènes, pouvant affecter la résilience de ce système financier, les différentes autorités de régulation au plan international et dans une approche préventive, bien sûr, mettent en place de nouveaux dispositifs pour mieux réglementer et renforcer la surveillance de l'activité et des institutions financières. Nous avons tous encore en mémoire les récentes crises financières qui ont montré que la stabilité financière ne dépend pas seulement de la solidité des composantes du système, prises séparément. Cette conférence régionale a réuni représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Banque africaine de développement et de la BCEAO, ainsi que des universitaires et chercheurs de l'Afrique francophone. Ensemble, ils vont discuter de plusieurs thématiques relatives à la régulation macroprudentielle et croissance, volatilité de l'aide, capital humain et croissance, en plus des flux de capitaux dans les pays en voie de développement. Les nouvelles recrues de la fonction publique sont en formation au Centre national de formation et d'action de Rufisque. Les pratiques administratives, les droits et obligations de l'agent public leur seront inculqués. C'est dans la dynamique de rendre plus performante l'administration sénégalaise. Philomène Constance Diagne. 150 agents nouvellement embauchés dans la fonction publique prennent part à cette formation. Pour mieux s'acquitter de leurs devoirs, il est essentiel pour ces fonctionnaires venus de plusieurs départements ministériels de passer par cette phase d'accueil et d'imprégnation. Ce qui nous semble important, que ces agents qui pour la plupart en sont à leur premier contact avec l'administration, que nous puissions les doter justement des capacités qui leur permettent d'intégrer, de mieux connaître le système de l'administration et d'être à l'aise pour se mettre au service de leur communauté. C'est pour cela que nous avons lancé donc cette deuxième édition. Au-delà des acquisitions théoriques et pratiques, l'agent de la fonction publique se doit être engagé et valeureux. La tutelle d'insister sur cet aspect indispensable pour une administration efficace et efficiente. Nous pensons qu'il est important de transmettre et de renforcer les notions de valeurs et de principes qui sous-tendent l'activité, qui sous-tendent le fonctionnement de l'administration. On aura beau maîtriser les connaissances techniques, les connaissances pratiques, si dans l'exercice de leur mission, ces agents ne sont pas fondés et mus par des valeurs, des principes qu'ils ont en commun, qu'ils ont en partage, ils ne peuvent pas servir un même objectif. Pendant 10 jours, ces nouvelles recrues vont apprendre des aînés de l'administration. Ils pourront ainsi être plus utiles dans leur service à l'image de celui qu'on appelle le bonhomme de la route, Amadou Sy, encore cité en exemple. Voyons la cérémonie de départ ce matin de 15 étudiants sénégalais pour la Chine. Ils viennent de bénéficier d'une bourse d'études supérieures dans le domaine des infrastructures. C'est suite à une sélection faite sur la base de candidatures, une initiative des ministères de l'enseignement supérieur, des infrastructures et de l'entreprise chinoise CRBC. C'est un reportage de Fatou Sahou. Pour ces 15 bacheliers des séries S1, 2 et 3 admis avec la mention bien, voire assez bien,
Cette cérémonie de départ pour la Chine revêt une signification particulière. Devant les autorités que vous êtes, nous nous engageons solennellement à maintenir intacte cette coopération entre nos deux pays et surtout à maintenir le flambeau de l'excellence. La CRBC, qui leur octroie les bourses, est installée au Sénégal depuis 2014 pour la réalisation de l'autoroute Ila-Touba. Elle s'investit également dans la RSE et le transfert de technologies. La CRBC a manifesté dans tous les pays où nous travaillons la bonne volonté d'accompagner le gouvernement et la population dans la réalisation de ces projets. C'est avec cet esprit de partenariat que nous avons initié le programme de bourse pour des études supérieures de jeunes en Chine dans le domaine de l'ingénierie. Je voudrais remercier l'entreprise CRBC. Vous avez pris cette initiative très importante et qui est au cœur du plan Sénégal émergent. Puisque vous le savez, les 3 axes du plan Sénégal émergent, le second, évidemment, c'est le capital humain. Une approche qui, à long terme, permettra d'avoir une expertise nationale pour l'exécution des grands travaux engagés dans le cadre du plan stratégique de développement. Le ministre Mansour Elimane Kane, dans le cadre des contrats que nous discutons avec les entreprises, spécialement chinoises, insiste particulièrement sur le transfert de technologies et la formation des ressources humaines. Ce plan d'action de 10 ans que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est de réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les sciences de l'ingénieur et les formations professionnelles courtes. Parce que c'est ça qui va permettre au plan Sénégal émergent de réussir. Réussir, c'est le sacerdoce de ces jeunes étudiants âgés de 16 à 21 ans. Ils vont intégrer les universités chinoises pour une durée de 5 ans. Revenez-nous avec, en tant qu'ingénieurs, dans ce domaine des infrastructures, des équipements, des constructions, revenez-nous avec plein d'imagination pour bâtir ce pays. La coopération sino-sénégalaise dans le domaine de la formation a déjà permis l'octroi de 44 bourses cette année. Ces futurs ingénieurs s'envolent pour le pays du soleil levant ce dimanche. Enjeux et défis d'un financement optimal pour l'émergence du sous-secteur de l'élevage. Le thème a été débattu ce matin. C'était au cours d'un atelier scientifique de la 3e journée nationale de l'élevage. Objectif, faire l'état des lieux du sous-secteur de l'élevage et son financement. Atouts, contraintes, limites et opportunités. Louise Bilza. Mobiliser les financements pour booster le sous-secteur de l'élevage, c'est aujourd'hui la thématique qui fait l'objet de cet atelier. Plusieurs institutions, tant publiques que privées, ont été ciblées pour relever les défis d'un financement optimal. L'État du Sénégal a mis en place un dispositif d'accompagnement assez dense, constitué entre autres de l'APIX, la DPME et des institutions financières comme le FONGIP, le Fonds de crédit agricole. Et donc, toutes ces institutions-là vont présenter en tout cas leur stratégie d'accompagnement en général de l'économie du Sénégal et de manière spécifique donc pour le sous-secteur de l'élevage. Le directoire des femmes en élevage a noué en 2004 un partenariat avec la SUNEWOR afin de créer des boutiques pastorales au niveau de toutes les zones enclavées du Sénégal. Dans cette perspective, les femmes en élevage espèrent des solutions pour un financement adéquat du sous-secteur de l'élevage au sortir de l'atelier. Nous attendons vraiment beaucoup de choses de cette journée nationale de l'élevage. Parce que vous savez aujourd'hui que les femmes en élevage commencent à être des entrepreneurs. Et étant entrepreneur, il faut nécessairement avoir une bonne gestion, mais avoir des sources de financement assez substantielles. Cet atelier sur le financement du sous-secteur de l'élevage, organisé dans le cadre de la 3e édition de la Journée nationale de l'élevage, constitue, selon le ministre des Productions animales, un temps fort qui donne l'opportunité de débattre avec des éminents spécialistes d'une question qui préoccupe l'ensemble des acteurs de ce secteur. Dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, référentiel des politiques publiques qui accorde la priorité au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénégal, au rééquilibrage de la balance des paiements et à la création d'emplois, l'élevage a assurément un rôle de premier plan à jouer. En effet,
son importance socio-économique n'est plus à démontrer, puisqu'il constitue avec l'agriculture les principales activités des populations rurales en termes de ressources alimentaires et de revenus monétaires. Les discussions vont permettre de sensibiliser les pouvoirs publics et outiller les institutions financières à saisir les opportunités du sous-secteur de l'élevage. Dans la série sur la santé, nous vous présentons ce soir l'une des premières expériences de collaboration entre matrones traditionnelles et techniciens de santé. Elle s'est déroulée dans le district sanitaire de Khombol et a mis en synergie une célèbre matrone Astou Dione et l'Institut pédiatrique de Khombol. Cette expérience est en partie à la base de la naissance de la santé communautaire. Mamadou Samambo. De l'autre côté des carrières de Ngundian, Mbayen Diak. Au fond de cette concession mythique, une case maternité cinquantenaire. À l'intérieur, un lit et une paillasse amortie qui servaient de table d'accouchement, une source de lumière, témoin d'un temps ancien. Nous sommes à la maternité de Feu Astou Dione. C'est Dr Siaka Koli qui avait demandé à collaborer avec Astou, compte tenu du pouvoir mystique qu'elle avait. Puis, ils l'ont formé, intégré dans leur équipe. Pour le système sanitaire a senti que pour lutter contre la mortalité maternelle, dans un premier temps, il fallait faire des accouchements au moins, j'ose pas dire assister au moins par des personnes qui savent au moins de quoi il s'agit. Et on a eu l'idée des matrones, de former les matrones qui pouvaient travailler au niveau périphérique. Nous avons cherché à savoir le nombre de bébés assistés par Astou Dione. Nous n'aurons pas de chiffres, mais une estimation singulière. Je ne saurais vous dire. Elle a au moins 70 homonymes. Elle a travaillé avec eux pendant de longues années. Elle est intervenue partout. Ils ont même voulu l'installer définitivement à Thiès, mais elle a préféré rentrer au village. Astou Dione est l'une des premières matrones formées pour faire équipe avec le personnel de santé. Nous sommes dans les années 60. L'expérience est capitalisée et présentée par le Sénégal à la conférence sur les soins de santé primaire de Alma-Ata, 1978. Le Sénégal est parti à Alma-Ata avec les travaux de l'Institut pédiatrique de Khombol. Donc ici, on peut dire que c'est le berceau de la santé communautaire. Donc si on parle aujourd'hui de relais, si on parle aujourd'hui de matrone, on doit beaucoup au district de Khombol. Astou Dione décède en janvier 2014 à l'âge de 100 ans, dont 70 au service de la santé de la reproduction. Depuis, la santé communautaire a fait ses preuves et contribué à l'offre de santé. Elle mène sur le terrain des activités pour vraiment que le taux de fréquentation soit plus élevé. C'est-à-dire que ces femmes enceintes-là viennent tôt pour les consultations prénatales, aussi bien pour la PEF, aussi bien pour les consultations postnatales, aussi bien que toutes les consultations qu'on fait au niveau de la gynéco. Pour la dernière campagne de distribution, nous avons couvert le district à 80%. Avec 250 relais qui ont distribué 70 200 moustiquaires à la population. La maternité d'Astou Dione est devenue un musée familial. La défunte accoucheuse a légué son savoir traditionnel à sa petite fille, Astou, elle aussi. Elle avait des dons exceptionnels. Je ne pourrai jamais l'égaler. Je n'y parviendrai jamais. Parmi ces héritiers, on compte également des milliers d'acteurs communautaires, dont cet agent de santé communautaire, ASC Matrone, en pleine communication sur la planification familiale, ici, à la case de santé de Néoran. C'est moi, l'ASC, qui planifie le travail du relais, celui de la Badiane Gor. Je sensibilise aussi sur les risques liés à la grossesse. J'assiste les femmes également pour l'accouchement. La collaboration entre personnel de santé et acteurs traditionnels a permis de sauver des millions de vies et de remporter beaucoup de batailles sur le paludisme, la tuberculose ou encore
le VIH. Et le disait dans le jargon wolof, ñaari baram moy for pep. Ben baram kep mënul for pep. C'est-à-dire que moi seul je ne pouvais pas avancer. Vous seul, vous ne pouvez pas avancer. Il faut qu'on soit deux. Je suis au niveau périphérique en tant que matron, agent communautaire, ou vous êtes en niveau supérieur en tant que technicien. Autrement, la santé publique serait fébrile. Les tradithérapeutes étant, dans bien des cas, le premier recours des patients. Reportage à Khombol signé Mamadou Samambo. Y a-t-il au Sénégal une loi relative à la prise en charge des malades mentaux? La réponse est affirmative. Il s'agit de la loi 75-80 qui fixe les conditions d'organisation de la prise en charge des malades mentaux. Au centre psychiatrique de Thiaroye, les malades sont reçus avec un traitement efficace. Ibrahima Ndong. Un comportement atypique, des vêtements très abîmés, un monde complètement différent de celui des autres. Tout cela s'explique par un fait, ces personnes ne jouissent plus de leurs facultés mentales. Conséquence, elles sont devenues vulnérables, mais l'État ne les a pas oubliées. La loi 75-80 relative à la prise en charge des malades mentaux est bien là. Et cette loi nous dit que la prise en charge de la maladie mentale au Sénégal se fait en cure libre et en milieu ouvert. Toutefois, si le patient représente un danger pour lui-même ou pour la société, les préfets ont le droit de prendre un arrêté d'internement et de nous amener ces malades, et nous les prenons et nous les mettons en cellule à peu près pour une durée de 15 jours. Bienvenue au centre hospitalier psychiatrique de Thiaroye, l'un des sites qui accueille au Sénégal des personnes atteintes d'aliénation mentale. Principalement, le centre reçoit deux types de malades, dont ceux victimes de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est un trouble dissociatif. Hein. Donc, la pensée, du comportement, c'est à la limite ce que les gens appellent le plus souvent le fou. Celui qui est errant, qui est dissocié, délirant, parfois avec complètement désorganisé sur le plan comportemental. À cela s'ajoute le deuxième type de malade relatif à la toxicomanie. Ce que nous recevons comme type d'addiction, c'est beaucoup plus des addictions au cannabis. Hein. Et de plus en plus, dans notre sélection, nous recevons des patients qui ont des addictions à l'alcool, des addictions aussi à certaines drogues dures qui commencent à vraiment sévir au niveau des populations. Avec les cibles aussi, c'est des sujets jeunes de plus souvent de 16 à 30 ans. Et pour mieux prendre en charge cette catégorie, un service d'addictologie est déjà réceptionné pour mieux accompagner les toxicomanes. Ce qui nous a poussé à faire un plaidoyer au niveau des partenaires, comme l'appelle Japon, donc, et le projet de l'État d'appui le CEPOM, pour pouvoir faire disposer à ces tranches d'âge-là une unité d'addictologie. Ceci explique la création de cette unité d'addictologie au niveau du Sénégal. En collaboration avec le CEPIAT de FAN, je pense qu'on pourra faire quelque chose pour parer à ce fléau. Mais ce qu'il faut dire que c'est une situation inquiétante. Inquiétante, pourtant l'efficacité de ce centre est déjà prouvée. Des témoignages ne manquent pas. Le traitement est vraiment efficace dans ce centre. Beaucoup de malades sont guéris quand ils sortent. C'est le cas de ma nièce qui s'est même mariée après son traitement. Malgré ces résultats positifs, le centre est confronté à un sérieux problème relatif surtout à un manque de personnel médical. Et nous recevons de plus en plus de malades. Et pour faire face à toute cette demande, nous avons des problèmes, surtout un problème de manque de médecins. Donc ces dernières années, nous avons enregistré des départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés et nous étions obligés de faire des contrats pour pouvoir les maintenir. Pour la petite histoire, le centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye a été créé en 1961. Il compte 218 lits et accueille annuellement des milliers de patients. Aujourd'hui, les autorités ne souhaitent qu'une chose, améliorer les conditions de séjour des patients.
Vraiment donc d'autres sujets sur cette série santé dans nos prochaines éditions. La CEDEF, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, vient d'être publiée après sa traduction dans plusieurs langues nationales. La Convention permet aux femmes de mieux connaître leurs droits et devoirs, et même la législation dans le monde est composée de 30 articles qui promettent aux femmes des lendemains meilleurs. Abasso. Renforcer les capacités des femmes est devenu un combat de tous les jours au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Pour preuve, cette publication de la CEDEF, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La CEDEF fait l'objet d'un suivi régulier par un comité d'experts qui analyse les rapports nationaux et émet des recommandations. À ce propos, le rapport du Sénégal a été examiné en juillet 2015 à Genève par le Comité sur l'élimination des discriminations contre les femmes. Il faut saluer les efforts déployés par le Sénégal pour renforcer son cadre légal concernant la promotion et la protection des droits humains de la femme. Il s'agit pour nous, ONU Femmes, de nous approprier de ce document, de constater que nos complaintes et nos plaintes ont été entendues. La femme sénégalaise puisse disposer d'un outil qui lui permettra en langue nationale de pouvoir défendre ses droits. 30 articles traduits dans plusieurs langues nationales pour expliquer, conseiller et outiller la femme sénégalaise dans ses droits et devoirs. En procédant au lancement officiel du document, le représentant de Mariama Sarr, ministre de la Femme, a voulu partager les efforts consentis par l'État du Sénégal dans la promotion des droits de la femme. Permettez-moi de vous rappeler quelques résultats enregistrés par le pays. Je cite, entre autres, la prise en charge médicale par la femme salariée de son époux et de ses enfants, la loi sur la santé de la reproduction de 2005 qui permet le libre choix par la femme de se prononcer sur ses droits liés à la santé de la reproduction, l'égalité de traitement fiscal entre les hommes et les femmes en janvier 2008, la loi de 2010 instituant la parité absolue entre hommes et femmes dans les instances électives et semi-électives qui nous ont valu une forte progression des effectifs féminins à l'Assemblée nationale. Cette nouvelle convention vise l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, conformément aux textes et règlements adoptés le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies et ratifiés par le Sénégal en 1985, dans le seul but de garantir aux femmes un mieux-être. Le ministre des Sports a effectué une visite de terrain dans des stades de Dakar et à l'Arène nationale, une tournée qui permet à la tutelle de constater l'état d'avancement des travaux de rénovation ou de construction. 6 étapes ont constitué cette visite avec ses collaborateurs et les autorités locales. Matar Ba est passé à Pikine, à Rufisque et à Guédiawaye. Fatou Savané. C'est sur ces notes du comité de supporters du 12e Gaïndé que le ministre des Sports et ses collaborateurs ont fait le tour de certains stades de Dakar. Des stades en construction, en réfection ou en projet de construction, comme le stade Hassan Diouf, première étape de cette visite. Un site finalement restitué aux populations de Rebeuss après des années de litige. Il est prévu d'y ériger un complexe sportif de dernière génération. Rufisque, stade Galandou Diouf, deuxième étape de cette tournée. Le ministre des Sports est accueilli sur place par les autorités locales. La pelouse est sous traçage et les tribunes sont à moitié terminées. Cap ensuite sur Pikine et visite de ces stades. Le stade municipal de Mbao, une infrastructure qui attend l'installation de son gazon synthétique. Toujours à Pikine, Alassane Djigo est en travaux d'extension et de réhabilitation. La tutelle a montré sa satisfaction, surtout sur le plan sécuritaire, avec un dispositif de caméra. Le seul stade au Sénégal qui possède 2 tribunes couvertes. À Guédiawaye, le ministre est accueilli par les 2 maires, celui de la ville et celui de Wakhinane Nimzatt. Terrain Diaré, comme on l'appelle, sera un stade avec toutes les normes pouvant accueillir des rencontres importantes. Au niveau qualité, c'est la même chose que le centre de Clairefontaine en France, qui est le centre d'entraînement. C'est la même que vous avez eu à Demba Diop, qui a fait ses preuves, puisqu'elle a vécu pendant 12 ans et elle était encore de qualité respectable. Les 2 maires des villes ont pris l'engagement de travailler en synergie pour la maintenance et la gestion de l'infrastructure. En relation donc avec monsieur le maire de la ville, nous prendrons toutes les dispositions pour
travailler en parfaite intelligence avec les populations, en tout cas les travailleurs qui occupent le mur. Donc nous allons voir comment les déplacer, mais comment aussi prendre des mesures d'accompagnement pour que véritablement ils continuent à exercer leur métier et à gagner leur vie. La dernière étape est celle de l'arène nationale. Un projet géant, l'infrastructure sort de terre, les machines tournent, les techniciens sont à pied d'œuvre. Le ministre des Sports est satisfait de l'état des travaux. Après une journée de visite, Matar Ba explique l'ambition et l'engagement du gouvernement à combler le déficit en infrastructures sportives au Sénégal. C'est des décisions de son Excellence le Président Macky Sall qui a engagé un combat contre le déficit en matière d'infrastructures sportives. Et ce combat-là est en train d'être gagné. Moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que je sais que l'engagement